Salut, c'est Toinon et aujourd'hui je suis avec Sixtine et Amandine pour cette deuxième épisode de Dans la piscine. On est bien dans la piscine, la vraie piscine à boules. Sixtine pourra témoigner après sur une ligne qu'elle existe vraiment parce qu'il y a une rumeur sur le fait qu'elle n'existerait pas, c'était à remettre en question. Donc voilà, elle est bien là, on a les boules. Le format de cet épisode, c'est vraiment un format conversationnel. On essaye de discuter, on essaie d'aller en profondeur un peu des sujets. Le format, ça sera que je vais vous faire piocher une boule dans la piscine et ça définira la thématique qu'on va choisir. Donc chaque thématique que j'ai parmi les 4 thématiques sont associées à une couleur. Vous piocherez une boule chacune de votre tour et on aura la première thématique qu'on aborde. Pour commencer, je vous propose de vous présenter. Je vais faire honneur aux invités qui sont pas à domicile. Sixtine, je te propose de te présenter un petit peu à qui tu es. Alors, je m'appelle Sixtine, c'est la présentation trop relou. Je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans. Non, j'ai cofondé le Crayon Group, donc, qui est composé du média Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat digital. Ensuite de 2 agences, donc Le Surligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Et du Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. Donc là, c'est vraiment B2B, sur mesure, des grosses prestats d'influence. Plutôt avec des grosses boîtes. Et là, on a levé des fonds il y a 2 mois pour faire de la croissance externe. On a racheté un média qui est leader sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, qui s'appelle Les Pépites de France. Donc on est devenu officiellement un groupe média. Le groupe au global, on doit avoir 3,1 millions d'abonnés. Ok. Puis là, on est sur une année en termes de CA, je pense, entre, on va dire moyenne 1,5, 1,5 million. Il est lancé il y a Lancé il y a 3 ans, 3-4 ans. Et toi, Amandine? Alors moi, c'est Amandine. On m'appelle la loutre du SEO ou le Doliprane du SEO. Ça dépend des préférences. J'ai une double casquette. Je suis donc ce qu'on appelle responsable d'acquisition chez Wallaxy. Ça veut dire que surtout que depuis le premier jour, j'ai lancé la stratégie SEO de Wallaxy. Et je gère une belle équipe de 6 personnes. Et à côté de ça, j'ai créé ma marque, le SEO sans migraine. Essentiellement, je publie sur LinkedIn. Et j'ai des formations, plusieurs conseils pour lancer ta stratégie SEO sans choper une grosse migraine. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je te laisse piocher une première boule pour définir notre première thématique. On va prendre du bleu. Ok, bleu. C'est marrant, je vais pas prendre les sujets dans l'ordre qu'on a défini, parce qu'on empêche les boules, mais je vais prendre justement, vu que tu viens de parler un peu d'Insta, le premier sujet, je vais prendre la marque perso. Donc vous publiez toutes les deux sur LinkedIn et sur Insta. Vous avez tous les deux construit une marque perso qui commence à être assez solide en France sur vos sujets respectifs. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, de comment vous y êtes arrivé, et aussi de l'envers du décor, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense. Ma première question, c'est un peu qu'est-ce qui vous amène chacune à vous lancer sur les réseaux sociaux, qui est quand même une forme de prise de risque. On s'expose publiquement aux gens. Des fois, ça peut être quelque chose qui fait assez peur. Pourquoi vous êtes lancé? C'est quoi le déclic? Alors nous, on est 4, donc 4 associés. On a eu ce constat très rapidement qu'il fallait qu'on développe nos personal branding parce qu'on a une vraie thèse de départ qui est le concept de la media-led company, c'est-à-dire de développer des communautés pour développer des business ensuite basés sur les communautés. Et en fait, on a développé le Crayon, on avait très vite compris comment marchait chaque réseau social parce qu'on a tout testé pour le Crayon, à la fois sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Donc dès qu'on avait compris les formats qui marchaient, les bonnes horaires de publication, les sujets, on s'est dit il fallait que chacun qu'on développe nos personal branding personnels. Donc on a chacun fait sur un domaine qui nous ressemblait bien à titre perso. Et moi j'avais commencé par Instagram, parce qu'à l'époque c'est ce qui me paraissait le plus évident pour moi, c'était pas du tout LinkedIn. Et j'avais commencé par donner des petits conseils de séduction et d'intelligence sociale. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui me passionnent. Moi, je suis personne très empathique, très basée sur l'humain. Je suis très émotionnelle, donc c'est des sujets que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, liés évidemment à des complexes plus jeunes ou de gens un peu méchants au collège. C'est de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, etc. Et en fait, ça a très vite bien pris. Enfin, vite, je ne sais pas si ça s'appelle ça vite, mais j'ai gagné 100 000 abonnés en 6 mois sur Insta. Et après, je me suis mis ensuite sur LinkedIn parce que en fait, pour le business de la boîte, il fallait quand même que je teste LinkedIn. Et LinkedIn, ça fait on va dire 13 mois, 14 mois que je suis dessus. Maintenant, je me suis mise en novembre dernière et j'ai très vite pris aussi. Et en fait, parce que c'est... En fait, surtout quand tu aimes ça, que tu es authentique et que surtout tu apportes de la valeur ajoutée aux gens, tu prends automatiquement bien. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de quand tu es une femme, au début, beaucoup de gens disaient oui, mais le syndrome de l'imposteur, être critiqué sur ton physique. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut être facile à dire, mais c'est vrai que c'est le cas. Bon, pourtant, je ne suis pas du tout une féministe extrême là-dessus, mais c'est vrai. Au début, tu as peur d'être critiquée, et surtout que tu critiques jamais un homme sur son physique sur les réseaux, mais alors qu'une femme, si. Et en fait, tu apprends très vite à réaliser que tu ne peux pas te lancer sur les réseaux sociaux si le regard de gens que tu ne connais pas te touche. Et en fait, à force de le faire, tu te libères complètement de ça.
Et ça fait que comme il y a moins de femmes exposées sur les réseaux sociaux à cause de ces raisons-là, qui sont des vraies raisons, forcément quand tu le fais et que tu apportes de la valeur ajoutée, tu peux te démarquer plus facilement. Et en fait, pour moi, c'est une vraie force justement d'être une femme là-dessus, parce que quand tu arrives à affronter cette peur, c'est là que tu arrives à te faire remarquer plus vite. Je reviendrai après sur le sujet Insta et sur le sujet du bad buzz, parce que je trouve vraiment que c'est des thématiques qui sont intéressantes. Et toi? C'était quoi la question? On s'est déjà perdu. La question c'était comment tu te lances, comment tu passes ce syndrome de l'imposteur justement, et surtout c'est quoi ta motivation qui fait que tu te lances et aussi que tu continues alors que la plupart des gens vont arrêter assez vite. On a amené beaucoup de gens à créer du contenu, on voit beaucoup de gens qui se lancent, ouais je me lance sur LinkedIn, etc. Puis au bout de 5-10 posts, ça retombe. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance et qu'on reste motivé? J'avoue que moi je me suis lancée juste parce que je voyais pas le contenu que je voulais consommer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me former en autodidacte en SEO, je trouvais pas des infos très activables, ça restait très mystique, très flou et jamais très pertinent. Et du coup je me suis dit après plusieurs années de tests un peu dans mon coin, qu'est-ce qui m'empêche de partager ça? Parce que moi j'aurais adoré voir ces contenus-là, pourquoi ils y sont pas? Vas-y je me lance, donc j'y suis vraiment allée avec cette simple intention. Et après, en fait, je me suis tout simplement pris au jeu. Genre, j'ai trouvé ça super cool, en fait, d'apprendre à poser le savoir que j'ai dans la tête et de l'expliquer à quelqu'un ou de l'expliquer à des gens qui, peut-être, comprennent pas forcément ce sujet-là. Il y a tout un aspect créatif aussi que j'ai adoré. Ok, c'est un contenu complexe, comment je le rends simple à expliquer et comment je donne aux gens envie de regarder ce que je raconte, aussi visuellement, en fait, pas que le texte. Aussi parce que j'ai eu des retours qui m'a donné envie de continuer. Les gens m'ont dit en fait c'est la première fois que je comprends le SEO. J'étais là ok trop cool, ça me fait passer une bonne journée. Je continue. Ok, et est-ce que tu ressens un peu comme Sixtine le sujet du physique et de se lancer quand c'est une fille qui est plus dur? Alors j'avoue que moi j'y avais pas pensé quand je me suis lancée. J'y suis allée comme un bisounours dans une bulle en me disant oh ça va être génial, tout le monde va être trop content. Voilà. Et effectivement j'ai pris pas mal de bad buzz. 1 parce que j'étais une femme, 2 parce que j'étais très jeune. Et 3 parce que je cassais un monde très mystique avec des infos très renfermées. Donc, effectivement, j'y avais pas pensé. C'est un peu venu à moi en vague, entre guillemets. Oui, c'est plus dur. Oui, il faut parler plus fort. Oui, en fait, il y a un aspect crédibilité que tu dois te faire en plus. Par contre, je trouve que c'est essentiel de le faire. Et surtout, si demain, moi, il y a une femme qui voit mon contenu et que ça me motive à publier ou à parler plus fort ou à dire en fait, si elle le fait, pourquoi moi je peux pas le faire? J'ai réussi ma journée en fait. Et du coup, vous avez toutes les deux parlé du bad buzz plus ou moins. Peut-être le prochain sujet, c'est comment vous gérez ça. Est-ce que, je vais avoir 2 questions, mais est-ce que c'est obligatoire selon vous d'avoir un moment ou un autre du bad buzz? Et comment on gère ça? Surtout si les critiques, elles touchent à qui on est, qui peut être vachement plus dur que ce qu'on fait. Comment on gère ça? Ou comment vous le gérez en tout cas vous? Alors, je pense que non, c'est pas obligatoire que tu te prennes un bad buzz quand tu es exposé. Tu as plus de risques, mais c'est pas obligatoire, sauf que ça peut effectivement arriver. En fait, il faut juste partir déjà du constat simple que, en fait, faut faire attention quand tu te lances sur les réseaux sociaux, que tu as quand même beaucoup de gens bienveillants, bien sûr, mais tu as des réseaux sociaux qui, quand même, par exemple, tu auras plus de chances de te prendre des bad buzz sur Twitter que sur LinkedIn, par exemple. Et c'est vrai que quand tu te prends un bon gros bad buzz et que tu reçois une grosse vague de cyberharcèlement, donc des milliers de commentaires ou des milliers de messages, en fait, il faut juste partir du principe que venant de gens que tu ne connais pas, ça ne peut pas t'atteindre. Et de toutes les façons, ces gens-là à qui ça ne plaît pas, c'est des gens avec lesquels tu ne serais jamais devenu pote et avec lesquels tu n'aurais jamais fait de business. Donc en fait, automatiquement, tu switches dans ton cerveau et tu rationalises vachement le truc, ce qui fait que ça ne t'atteint pas. Après, moi, c'est vrai que quand j'en ai pris un l'année dernière, en fait, moi, vraiment, sur le coup, j'étais vraiment peut-être un peu naïve, je m'en fichais complètement, et c'est de voir la réaction de mon frère et associé Valran, qui lui a paniqué, je pense, plus pour moi que pour autre chose. Et ça commençait à me faire stresser en mode ouais, ok. Et puis en plus, ça montait, ça commençait à faire des centaines de milliers de vues, après ça dépassait le million, j'étais ok. Et en plus, sur des sujets qui, j'en ai rien à faire, donc c'est vraiment un bad buzz complètement sorti d'un contexte, ce qui est d'ailleurs souvent le cas des bad buzz. Et là, en fait, il faut juste passer outre et réaliser que aussi les réseaux sociaux, ça peut monter très vite, mais à peine 2-3 jours après, les gens sont déjà passés à autre chose en fait. Les gens oublient énormément. C'est comme quand tu postes un bon contenu, 5 minutes après, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas capables de se rappeler de qu'est-ce que tu disais dedans. Et des bad buzz, c'est la même chose. Moi, j'ai peut-être une vision un peu différente. Je pense qu'à partir du moment où tu prends position, le bad buzz est un peu obligatoire. Parce que tu prends position, donc tu opposes des avis, tu opposes des opinions. Et donc forcément, tu donnes la porte à faire parler un peu plus. Il est obligatoire, mais est-ce qu'il est nécessaire au sens où est-ce qu'il sert ta cause, tu vois?
Parce que obligatoire, ça va être sur mon chemin, ça va m'arriver. Et nécessaire, ça va être sur mon chemin, ça doit m'arriver pour gagner, enfin pour développer ma marque personnelle et à un moment pour avoir cette prise de position qui fait qu'on te reconnaît sur des sujets. Moi, je l'ai trouvé obligatoire et nécessaire. Moi, mon premier bad buzz, je l'ai pas du tout bien géré. Alors, je me suis dit, ok, là, il y a des personnes qui m'envoient des messages hyper violents pendant plusieurs semaines. Alors que j'ai juste parlé d'un truc Enfin, j'ai parlé de SEO, tu vois. Et pourtant, j'en prends pour mon grade de mon orteil jusqu'à mes cheveux, quoi. Et au début, c'était très bizarre parce que tu te dis, ok, il y a des gens qui ont cette intention-là. Donc, le premier bad buzz, je dirais que c'est le plus dur à gérer parce que c'est le temps que en fait, tu te détaches de ce regard, de cette acceptation, en fait, un peu des commentaires que tu peux recevoir, etc. Par contre, je trouve que ça pointe pas mal de choses, tu vois. Ça pointe le fait que peut-être, des fois, on tient un peu trop à l'image que ça peut donner de nous sur les réseaux sociaux. Peut-être que moi aussi, ça m'a fait poser la question, ok, demain, est-ce que je suis prête à me reprendre un bad buzz? Est-ce que les idées que j'ai envie de pousser, si je me reprends un bad buzz, est-ce qu'elles valent le coup ou pas? Et en fait, la réponse, elle est très vite. Je me suis dit, bah oui, en fait, si j'ai quelque chose à dire, que je suis convaincue de ce que je veux dire, et que je sais que ça va apporter quelque chose à quelqu'un, bah s'il y a bad buzz, c'est pas grave. Mais le premier, il n'est pas facile à gérer. Je pense que personne n'a envie de s'en prendre un au début. C'est pas du tout agréable. Tu penses qu'à ça pendant plusieurs jours. Même si les gens, eux, oublient en 2-3 jours et que tu te dis, ok... t'as l'impression que tout le monde T'as l'impression qu'en fait, personne ne va jamais oublier ça et que tu t'es grillé à vie, tu vois. Alors qu'en fait, globalement, tes haters peuvent très rapidement aussi changer d'avis sur toi et t'envoyer un message très sympa le lendemain. Après, ça dépend pour moi, ça dépend des stratégies. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien de prendre un bad buzz quand tu cherches à être clivant. Parce que être clivant, ça veut dire que du coup, le bad buzz va t'apporter plus de gens fans de toi comme plus de gens qui sont moins fans de toi. Mais après, ça dépend surtout aussi par rapport au business que tu fais. Parce que si tu es un solopreneur ou quelqu'un qui est exposé politiquement ou autre, te prendre un bad buzz peut te détruire ton business. À l'inverse, il y en a, comme typiquement des gens comme des Oussama Hamar ou autres, eux, au contraire, ça sert leur business parce que tu as plus de gens qui te détestent, mais tu as encore plus de gens qui rejoignent ta cause, et du coup, c'est encore mieux pour ce genre de cas-là. Donc ça dépend aussi, je pense, de ton business, de à quel point c'est important d'être clivant ou non, mais c'est vrai que je suis d'accord que quand tu as des messages forts, s'il n'y a pas trop de risque que ça détruise ton business, il faut les garder coûte que coûte, et justement, tu vas te prendre forcément des gens pas d'accord avec toi. En plus, il y a toujours des rageux sur les réseaux sociaux qui sont un peu frustrés, qui ont que ça à faire que de critiquer les autres. Donc, C'est aussi une question d'intention, tu vois. Moi, si demain, je sais que je dois faire un business et que mon business, il fonctionne que si je dis pas ce que je pense ou que je peux pas être la personne que je suis, bah, c'est que j'ai pas monté le bon business, tu vois. Et je serais pas prête à faire une croix sur ce que je pense ou sur la personne que je suis ou à l'image que je dégage qui est, je l'espère, authentique par rapport à ce que je veux être. Si mon business ne fonctionne pas parce que je suis qui je suis pas sûre de vouloir ce business-là et dans ce cas-là, je suis prête à en remonter un autre, tu vois. ouais, je comprends. Ça dépend. Normal. Est-ce que suite à des bad buzz ou à des posts que vous avez fait, vous avez perdu des clients existants ou des gens qui vous soutenaient, c'est-à-dire des gens qui vous suivaient et ils vous disaient ah ce contenu-là c'était trop pour moi, je suis pas d'accord et soit dans ton cas perdu des clients, dans ton cas je sais pas si ça peut être des clients ou des gens qui ont juste dit ah non je te suis plus ou ce genre de choses. Alors non, après moi c'était vraiment un bad buzz qui représente peu tout ce que je pense, vraiment sorti d'un contexte, enfin c'était par rapport à la fourrure animale, truc, enfin c'est pas du tout mes sujets de prédilection, je m'en fiche, le truc était vraiment, enfin c'était un extrait vraiment plus malveillant que honnête journalistiquement, donc en fait ça n'a pas impacté, par contre j'ai vu le vrai visage de gens que je connaissais un peu de l'écosystème, qui utilisaient un peu ça comme prétexte, par frustration, jalousie, pour faire genre ah ouais finalement je la sentais pas trop, ou... alors que vraiment, enfin, la gueule, tu vois, genre trop bas, enfin, faut arrêter d'être ridicule. Donc non, mais à l'inverse, au contraire, ça m'a soudé aussi des gens auxquels je ne m'attendais pas du tout, qui m'ont soutenu publiquement sur Insta, tu vois, parce que ça n'a pas du tout impacté sur LinkedIn. Mais sinon, pas tellement, non. Moi, plutôt l'effet inverse, en fait. À chaque fois que j'ai pris un bad buzz, en fait, ma communauté a été plus renforcée, où j'ai reçu plus de soutien. Mais j'ai pas eu un effet... genre, j'ai pas perdu des abonnés ou des clients ou des gens sur qui je comptais. Plutôt à l'effet inverse en fait. Et c'est là que ça t'aide beaucoup à relativiser en fait aussi, parce que tu perds pas tant que ça en fait. Ouais, c'est l'effet gourou aussi du fait que ta tribu elle se renforce quand tu as une forme d'adversité.
qui est très utilisé par même ce qui est même la base des partis politiques, d'aller contre l'adversaire, ce que tu unis les gens contre quelque chose, ou ce qu'on a aussi dans les contextes de guerre qu'on appelle union sacrée, où d'un seul coup tous les partis politiques sont plus ou moins d'accord parce que finalement on a un nouvel ennemi à combattre, et donc ça renforce les croyances et le phénomène de tribu. Et donc, tu vas avoir un peu la même chose quand tu as des bad buzz. Et donc là, tu parlais d'Insta. Vous publiez tous les deux sur LinkedIn et Insta. C'est quoi votre canal préféré? Je dirais LinkedIn. Pas la même raison, mais je dirais peut-être LinkedIn aujourd'hui. Ok. Bah, sinon, on donne un peu les avantages pour toi de chacun. Qu'est-ce que tu trouves dans les deux? En fait, Instagram, c'est beaucoup plus lifestyle et tu touches quand même plus de gens à la fin. Okay. Et ça t'apporte pas les mêmes styles de gens qui te suivent. C'est plus des personnalités publiques qui te suivent. Là où LinkedIn, et tu crées une communauté moi, sur des sujets aujourd'hui d'intelligence vraiment soft skill, intelligence sociale ou entrepreneuriat. Là où LinkedIn, en fait, j'ai une communauté qui est hyper qualitative en termes de persona type de gens qui me suivent. Et du coup, quand j'ai des énormes chefs d'entreprise ou même parfois des patrons du CAC 40 ou des mecs en finance de 60 ans qui me reconnaissent à des événements en me félicitant pour mon contenu, bah, c'est beaucoup plus gratifiant que n'importe quelle personne qui pourrait être présente sur Instagram qui te félicite, parce que je me dis le contenu que je fais sur LinkedIn, qui est pour but d'avoir un impact sur mon business, ça marche vraiment bien. Instagram, je le fais vraiment par plaisir parce que c'est des sujets qui me passionnent. LinkedIn, à la base, je l'avais fait pour le côté pro. Aujourd'hui, j'y prends du plaisir, mais à la base, c'était un objectif professionnel. Donc LinkedIn peut-être me rapporte peut-être plus cette gratification de gérer aussi mon objectif, là où comme Instagram, c'est vraiment devenu vraiment du plaisir. C'est moins gratifiant, du coup. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à publier sur Insta. Après, j'aurais du mal à choisir un des deux réseaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même but, pas la même audience, et les gens n'attendent pas la même chose. Sur LinkedIn, les gens vont attendre beaucoup plus des conseils très activables où vraiment ils veulent apprendre quelque chose, alors que sur Insta, en fait, ils veulent apprendre quelque chose sur moi. Ils veulent savoir c'est qui Amandine, qu'est-ce qu'elle aime, en plus de choses en fait très personnelles en fait. Bien sûr, je vais publier des conseils SEO sur Insta, ça va marcher aussi, mais mes contenus qui fonctionnent le mieux, c'est quand je vais parler de moi. Et à contrario, sur LinkedIn, ce qui marche le mieux pour moi en tout cas, c'est quand je ne vais pas parler de moi et quand je vais plutôt balancer des conseils. Et vous diriez que du coup, c'est une question un peu subsidiaire, mais vous diriez que est-ce que vous considérez que sur ces réseaux-là, vous êtes les vrais vous? Que vous voyez comment... Bien sûr. Ou est-ce que vous construisez une image, que vous cherchez à être l'image que vous construisez? Je pense que c'est deux parties de nous différentes. Enfin, je te mets dans la réponse, mais tu contredis-moi si c'est faux, mais en tout cas, moi, c'est deux facettes de ma personnalité. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. C'est juste deux... on a tous des différentes facettes en nous, et moi, je suis complètement authentique sur les deux. Juste, tu me connais que via Insta ou tu me connais que via LinkedIn, tu as l'impression que tu as deux personnes différentes devant toi. Alors que c'est juste deux facettes de ma personnalité. Non, de toute façon, quand t'es pas authentique, les gens le remarquent très vite et les gens aiment. De toute façon, en ce moment, il y a une quête de l'authenticité qui est tellement grosse que si tu l'es pas, les gens le remarquent vite et ils aiment pas ça. Mais tu dirais que c'est une nécessité quand même d'avoir une image assez claire, avoir des choses qui soient assez identifiables sur chaque canal, qui correspondent évidemment au code du canal, mais dans l'idée que tu vas aller amener une partie de toi-même et elle va être un peu encadrée de sorte que elle soit bien identifiable, ou c'est juste naturellement ça se construit comme ça, c'est pas forcément ce que tu recherches de base? Faut juste faire en fonction des codes de la plateforme, mais après non, faut juste être le plus naturel possible en fonction des codes de la plateforme. Donc ça fait forcément que tu te mets pas forcément de la même manière en avant. Déjà LinkedIn, tu fais pas forcément de vidéos, là où Instagram, t'as pas le choix d'en faire si tu veux exploser. Donc c'est une différente dynamique de véhiculer un message ou une manière d'être. Mais à la fin, non, c'est juste la même personne, mais c'est pas le même objectif, ouais. Tu dirais la même chose? Peut-être un peu différent. J'avoue que moi, j'ai jamais... En fait, je me suis pas posé ces questions-là avant de commencer à être visible. Et en fait, j'ai juste toujours eu un objectif, c'est que quelqu'un qui me voit sur LinkedIn ou sur Insta, s'il me voit en vrai, il n'est pas un décalage et ils me reconnaissent autant dans ma manière d'être et d'agir. Et je pense que c'est un pari plutôt réussi. Par contre, c'est vrai que je choisis ce que je veux partager. Je vais pas partager tout. Forcément, je ne vais pas partager toutes mes pensées, tout ce qui m'arrive dans la vie, etc. Donc je choisis, mais par contre, il n'y a pas trop de différence entre qui je suis et l'image. Ok, intéressant. Parce que moi, tu vois,
je considère que sur LinkedIn, c'est un peu une version stéréotypée de ce que je suis, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets. Typiquement, je m'intéresse à énormément de sujets. Il y a un certain nombre de sujets qui font pas partie de ma marque perso, qui sont trop éloignés de ce que je peux amener à mon audience. Je sais pas, je vais avoir un intérêt pour la physique quantique. Bon, ça va être très difficile d'amener ça dans mon contenu business, donc c'est des sujets qui vont être assez mis de côté. Et à l'inverse, quand tu prends position et que tu cherches à être identifiable sur le long terme, tu as une forme de, tu vas commencer à avoir quelques verticales d'idées qui vont revenir à peu près tout le temps et qui vont donner une image un peu, comment dire, aiguisée de ce que t'es vraiment, qui est pas forcément différent de ce que t'es, mais qui est une version un peu stéréotypée pour être identifiable et pour que les gens ils se souviennent de ces patterns-là d'idées. Et du coup, vous êtes plus en mode juste, j'amène une facette, elle est pas forcément exacerbée particulièrement, c'est juste ce canal il a tel code, donc je vais avoir telle facette dessus, etc. quoi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est vrai que sur LinkedIn, tu vois, je partagerais pas la même chose que sur Insta, ou du moins je pense pas que ça aurait la même portée. Après, ça m'empêche pas de le faire quand j'ai envie de le faire, parce qu'il n'y a pas toujours un but de reach. Mais par contre, sur Insta, tu vois, le contenu trop technique que je pourrais mettre sur LinkedIn ne fonctionnerait pas. Donc effectivement, faut choisir. Et dans le faut choisir, là vous êtes sur 2 canaux. Est-ce qu'il n'y a pas, donc vous publiez plusieurs fois par semaine sur chacun des canaux, créer du contenu, ça prend énormément de temps, mais ça prend aussi, c'est un processus créatif dans lequel on s'immerge, c'est-à-dire qu'on est un peu tout le temps en train de réfléchir à son contenu. Il n'y a pas que juste j'ai passé tant de temps sur Insta ou tant de temps à rédiger. Il y a cette idée aussi qu'à un moment, ça devient un process un peu permanent de créer. Comment vous gérez cette connexion aux réseaux sociaux en général? Est-ce qu'à un moment, il y a des saturations de toujours penser à ça? Bah, en vrai, quand tu t'organises bien, ça devient beaucoup moins un poids psychologique parce que tu te fais du contenu à l'avance. Et donc, en fait, tu as juste à te rappeler qu'il faut publier, mais en soi, il est déjà fait. Ce qui est très chiant, c'est quand tu te dis que tu n'as rien à poster pour le lendemain, alors que tu dois poster quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'après, en fait, tu peux délaisser un réseau social parce qu'au bout d'un moment, tu as toujours d'autres priorités qui te tombent dessus, tu as une urgence, tu as un machin. Donc, en fait, tu perds le réflexe. Là où quand tu fais des batchs, au moins, tu es sûr d'avoir du contenu, ça te prend beaucoup moins la tête. Et après... Et puis ça devient en fait un automatisme, quoi. Je suis grave d'accord sur l'organisation, c'est ce qui permet d'avoir moins de charge mentale. Par contre, effectivement, moi je sature vite. Tu vois, des réseaux, je pense qu'à la fin de la semaine, mon téléphone, j'ai envie qu'il disparaisse. Alors je ne veux plus recevoir une seule notification, qu'importe l'objet de la notification. Parce que entre LinkedIn, entre Insta, entre toutes les notifs qu'on peut recevoir dans une journée, ça fait beaucoup. Et j'aime bien avoir des moments sans écran. Du coup, ça demande. Moi, j'ai vite délégué en fait la partie Insta. J'ai vite pris une community manager qui répondait aux commentaires à ma place, qui publiait à ma place et qui gérait les stories parce que j'étais incapable de gérer les deux en fait. Et vous avez les notifs de LinkedIn et de Insta sur vos téléphones? Non. Toi, oui. Aucune notif. Moi, oui. En revanche, Instagram, les notifications, c'est que des gens que je suis. Okay. J'ai mis la possibilité, enfin, j'ai reçu une notification que des gens où moi je suis abonné à eux. Ok. Sinon, là par contre. Donc quoi, quand ils publient du contenu? Quand je reçois un message, où ils like, où ils commentent, en tout cas, toutes les notifications que je reçois, c'est que des gens que je connais parce que c'est moi qui les suis. Je reçois plus des gens que je connais pas, j'ai enlevé parce que sinon j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Ouais. LinkedIn, je reçois tout parce que comme c'est mon canal business, je réponds à tous les messages, je lis tous les messages et ça prend du temps. Ok. Et c'est intéressant. Et ça, tu l'as pas délégué et tu gères tout toi-même depuis ton téléphone. Ouais, puisqu'en plus c'est même une messagerie. Donc en fait, dire que LinkedIn c'est business, donc même si j'ai aucun truc perso dessus, il y a que moi qui peux savoir si c'est qualitatif ou pas. Les gens qui m'écrivent en fonction de est-ce que je peux leur répondre, est-ce que je peux leur apporter quelque chose ou pas. Et Instagram, par contre, c'est vachement une messagerie, donc j'aurais aucune envie que quelqu'un ait accès à ma vie personnelle dessus, quoi. Ok, donc les deux sont mélangés. Ouais. Ok. Et t'as un tel perso et un tel pro où c'est tout sur tout dessus. Et en plus, j'ai la fâcheuse manie d'être un peu maniaque des notifications. Et donc, tu les lis toutes sur mon téléphone, ouais. C'est une question que j'avais pas prévu de poser, mais je trouve qu'elle est marrante. C'est combien il vous dit téléphone de temps que vous avez passé par jour en moyenne sur une semaine? J'ai regardé. Regarde, l'exemple parfait, je n'ai pas pris mon téléphone. Aucune idée. Je pense qu'en général, 2 heures, moi, je pense. Okay. Entre 1h30 et 2 heures. Oh, ça va. Enfin, 4h50, là, il me dit. Par jour? Moyen quotidien. Oh, 4h50. Ouais, enfin après, je travaille beaucoup sur mon téléphone. Ouais, non, mais c'était pas. Enfin, c'était pour savoir justement quel est votre usage du téléphone. Il n'y a pas mais 4h50, je trouve ça beaucoup. Mais c'est sûr que ça dépend. Ouais, après. Comment tu utilises ton téléphone? Après, moi, je consomme très peu de contenu. Okay. C'est le temps de publication et de réponse de messages, en fait. Ouais. Je me retrouve jamais à me perdre 1 heure ou 30 minutes sur les réseaux. Je regarde le contenu de très peu de gens. Okay. Et t'en as pas besoin pour l'inspi?
pour voir ce qui se fait, surtout dans le cadre Non. d'un média où tu veux voir un peu les tendances, etc. Ça, je préfère brainstorm avec mes associés ou des gens que je connais plus que regarder des contenus d'autres gens. En fait, quand tu commences à être sur plusieurs réseaux, tu as un peu cet aspect de sursollicitation. En fait, tu as toujours quelque chose à faire ou tu dois toujours répondre à quelque chose. Et du coup, ça devient moins naturel ou moins facile d'aller consommer du contenu ailleurs parce qu'en fait, tu es déjà tellement sursollicité que tu veux juste du calme et une pause. C'est pour ça que j'ai pris très rapidement moi une community manager parce qu'en fait, je répondais à plus personne à force. Ouais, on a pas mal avancé sur ce sujet. Est-ce que vous avez un truc qu'on n'a pas évoqué sur cette thématique en particulier? Il faut une journée par semaine mondiale sans téléphone. Une journée mondiale. Voilà. Moi, j'ai juste un dernier truc, c'est est-ce que du coup, donc on a parlé des bad buzz, on a parlé de la saturation de téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences négatives à avoir développé sa marque perso? Que les conséquences positives, globalement, on les a. Ça apporte du business, ça apporte de la visibilité, ça fait levier sur tout ce que vous voulez faire, ça se monétise, etc. On n'en a pas trop parlé, mais c'est des choses qui commencent à être assez actées et connues. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences négatives d'avoir cette forme de notoriété en marque perso? Il y en a, et ça paraît un peu too much, comme je vais le dire, parce qu'on n'est pas non plus Cristiano Ronaldo ou Beyoncé, mais c'est le côté, quand tu vas à des événements du même écosystème, des soirées, même la salle de sport, en fait, où tu as l'impression que tu es tranquille, tu es dans ta bulle et personne va te reconnaître, et, enfin, comme tout le monde, quoi. En fait, ça arrive que tu as des gens qui viennent te voir, et c'est adorable, mais qui parfois te posent des questions alors que tu es en train de faire ton sport, tu es à un événement, et en fait, tu te retrouves à être un peu la cible de l'événement, tu reçois plein de gens qui viennent te voir, c'est trop cool, mais parfois, tu n'es pas forcément là pour ça. Donc, tu te retrouves vite à perdre du temps, ou même à plus trop pouvoir te dire que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu as l'impression d'être un peu fliqué. Et en tout cas, c'est un truc que moi, à Paris, vu que c'est un écosystème qui est assez petit en fait là-dessus, je le ressens beaucoup. Je pense que si j'habitais dans une autre ville où je déménageais, peut-être que je l'aurais moins. Mais en fait, à Paris, c'est beaucoup plus petit qu'on ne le pense, tous ces écosystèmes-là. C'est toujours un peu les mêmes soirées, les mêmes thématiques. Et en fait, au bout d'un moment, tu y vas même quasiment plus parce que tu satures un peu. En fait, faut aimer les gens. Il faut vraiment aimer les gens, mais au premier degré du terme. Et je pensais vraiment adorer ça. Et j'adore ça, mais quand je me dis que je vais le faire, quand je me dis que je vais à un événement pour ça. Si j'y vais pour d'autres raisons et que ça me tombe dessus, comme j'ai pas vu le truc, comme ça c'est trop cool, mais du coup je me retrouve à puiser dans mon énergie. Et ça me fatigue beaucoup en fait, parce que tu passes ton temps à parler avec des gens et d'un coup, après une journée de taf entière, tu rentres, t'es lessivé, quoi. Donc ça, c'est le petit aspect un peu négatif que je pense qu'on n'aurait pas forcément dit. Mais... Trop cool, je suis trop content de comment on a traité ce sujet du personal branding avec un angle qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est trop cool.